Retour dans Paris Direct. Un œil sur les médias, c'est toute l'actualité cette fois vue du net avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Dans les médias, on continue évidemment de s'intéresser à l'affaire Mera et la fuite sur ces bandes audio qui n'auraient normalement jamais dû quitter les scellés. Théoriquement, en tout cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de signifier une mise en garde à TF1, mais aussi aux chaînes d'information qui ont diffusé ce document. Sur son site internet, le CSA écrit « Les chaînes doivent prendre des précautions nécessaires lorsque des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés. Le public doit en être averti. Ensuite, ces chaînes sont tenues de faire preuve de mesures lorsqu'une procédure judiciaire est en cours. » Alors, ça a suscité quelques tweet ironique dans l'après-midi. Je vais vous en montrer un, celui de Calvero qui écrit « TF1 a eu de la chance que Mera ne jure pas et n'ait pas de marque visible sur son polo parce que là, le CSA aurait sévi, eu bureaucratie, dit-il. » Oui, beaucoup de médias sont venus à la rescousse de TF1. Alors c'est vrai qu'il y a eu énormément de soutien de la part de beaucoup de médias. Cette page de Télérama, par exemple, où on évoque le travail de TF1 comme de l'information utile et citoyenne. Et puis, ce n'est pas courant, Le Monde qui vient au secours de TF1. C'est encore moins courant de la part de Télérama. C'est vrai, c'est encore moins courant de la part de Télérama. Mais du côté du Monde, c'est carrément un éditorial qui explique que ce document de TF1 est essentiel parce qu'il illustre l'échec de la DCRI, la Direction centrale du renseignement intérieur. Il semblerait, explique cet éditorial, qu'aucun dispositif d'alerte n'ait fonctionné. Pourquoi de telles défaillances? Dans d'autres pays, il y aurait eu probablement une commission d'enquête après une telle affaire. Il faut rappeler aussi que le Monde a publié des extraits de ces conversations entre Mohamed Mera et la police. Et puis, sur son compte Twitter, un tweet parmi d'autres que je vais essayer de vous montrer. Ah bah, ça a du mal à passer. En tout cas, c'était le tweet de Caroline Mott, voilà, il arrive, qui s'inquiète que l'agitation autour de Mera n'occulte la question majeure. Comment a-t-il pu passer entre les gouttes? Il y a une question évidemment qui reprend de la consistance depuis la diffusion de ces bandes. Exactement, depuis la diffusion de ces bandes, mais aussi depuis des révélations sur le site du Point qui expliquent que la DCRI, en tout cas un agent de la DCRI, a téléphoné à Mera 2 heures après la tuerie de l'école juive d'Ozar à Torah. C'est les factures détaillées de Mohamed Mera qui ont parlé. Il y aurait eu un coup de fil aux alentours de 10h49 et un autre coup de fil juste après les coups de midi. Alors le Point pose cette question que beaucoup se posent aussi. Les fonctionnaires avaient-ils déjà identifié Mohamed Mera comme un suspect particulièrement intéressant? Si c'est le cas, alors pourquoi avoir attendu qu'il se terre chez lui et attendu d'intervenir 2 jours plus tard? Et s'il ne l'avait pas identifié comme un suspect privilégié, pourquoi ces coups de fil? En tout cas, le brouillard qui entoure les relations peut-être entre Mohamed Mera et la DCRI reste particulièrement épais. Autre actualité à présent, François Hollande qui a ouvert les portes de son bureau à l'Élysée à une équipe de télévision. Une équipe de TF1, encore une fois, mais cette fois, ça ne sera pas remarqué par le CSA, sans doute pas. Une équipe de TF1, et c'est le site du Lab européen qui raconte ce sujet, une petite visite guidée. Il s'est amusé à décortiquer les différents plans qui composaient ce sujet. Et en fait, il s'arrête un instant sur celui-ci, qui est en réalité l'agenda de François Hollande d'il y a quelques jours, parce que ce sujet a été tourné la semaine dernière. Un agenda particulièrement précis, bien plus que celui qui apparaît sur le site de l'Élysée, où il n'y avait que 3 rendez-vous. Et ce qui est étonnant aussi, c'est ce document, je vais essayer de vous le montrer, un document qui apparaît lui aussi dans un plan furtif qui a retenu l'attention du Lab. Quelques mots sur un papier. En fait, c'est une invitation officielle de François Hollande par le prince Mohammed Ben Zayed El Nahyan, mais ça se passe seulement en janvier 2013 et les médias n'auraient pas dû le savoir aussi rapidement. Il y sera sans doute question de vente d'avions de combat. Et puis des photos peut-être plus intimes de François Hollande. On va découvrir par exemple qu'il y a 2 photos, 2 cadres qui entourent son bureau. D'un côté son fils Thomas et de l'autre la photo de sa compagne Valérie Trierweiler. En tout cas, le Lab qui rentre aussi dans un aspect, voilà, on découvre une des photos, le Lab qui rentre dans un aspect plus intime, mais aussi dans une sorte de nostalgie ou de la part de François Hollande qui s'assoit
encore aujourd'hui sur le fauteuil de François Mitterrand. Il l'a récupéré, il est assis dessus. Et dans un coin du bureau, on découvre même un CD avec les discours de François Mitterrand, le best-of François Mitterrand que François Hollande a gardé dans un coin. Nostalgie ou superstition en tout cas. Il a l'air bien emballé, hein. Pas sûr qu'il l'ait écouté. Ouais, c'est pas sûr. Hein, on a l'impression qu'il est encore dans son emballage d'origine. Au Parti Socialiste, l'affaire Olivier Falorni à présent qui a marqué les esprits des éditeurs qui veulent même en faire un livre. Alors l'affaire a secoué le PS, on en a beaucoup parlé avec ce tweet de Valérie Trierweiler qui était venue soutenir le dissident face à Ségolène Royal. Et l'histoire a l'air d'intéresser sérieusement les éditeurs. Apparemment, du côté d'Olivier Falorni, il aurait reçu 3 propositions de 3 grands éditeurs français qui aimeraient bien recueillir les confidences du député, qui siège désormais avec les radicaux de gauche. Ils se sont donc manifestés, mais Olivier Falorni, pour l'heure, rejette l'idée. Il explique qu'il n'a pas envie d'alimenter un mauvais feuilleton. Et puis, pour prendre des nouvelles de Valérie Trierweiler, eh bien, elle était en déplacement dans le Nord pour aller rencontrer de jeunes handicapés. Et elle a expliqué qu'elle s'expliquera sur ce tweet, mais à la rentrée, patience. Les jeunes footballeurs de Marseille sont-ils des cancres? Qui pose donc cette question? C'est le magazine SoFoot, un magazine sportif mais aussi plutôt impertinent. Il explique que dans le centre de formation marseillais, centre de formation sur lequel on a beaucoup d'espoir parce que du côté de Marseille, les finances ne sont pas au beau fixe, donc on aimerait bien voir éclore de nouvelles stars, eh bien on ne pourra pas compter sur la fulgurance intellectuelle de ces jeunes parce qu'aucun d'entre eux n'a eu son bac. Une information qui a été démentie par le Phocéen.fr, mais en tout cas, il en aurait seulement eu 2 qui auraient eu leur bac, alors que du côté de l'AS Nancy-Lorraine, 100% de réussite au bac. Félicitations aux footballeurs de l'AS Nancy, aux futurs footballeurs de l'AS Nancy. Merci beaucoup, Karim. Et on vous retrouve dans la suite de Paris Direct. Tout de suite, c'est sur le net et nous, on se retrouve juste après.